Et si l'Éden existait sur Terre? En Afrique australe, le Botswana est un pays de savane et de désert, riche de son patrimoine sauvage. La région du Kalahari couvre presque tout le territoire, terre des grands fauves. Des sables du désert à la luxuriance d'une oasis et d'un delta, l'Okavango est le fleuve qui n'atteint jamais l'océan. Il s'évanouit dans les sables du Kalahari. Avec ses 2 millions d'habitants, le Botswana préserve une vie sauvage exceptionnelle. La chasse y est interdite depuis 2014. C'est le paradis du safari et le havre de paix des éléphants. Il n'y a pas meilleur endroit. C'est le paradis. Un jour peut-être, le Botswana sera leur dernier refuge. Tempi Adams est biologiste. Cette jeune Australienne étudie les éléphants d'Afrique et depuis 4 ans, elle vit l'aventure au Botswana. Au confort des laboratoires de l'Université de Sydney, Tempi préfère l'austérité et la splendeur de la brousse. Il y a une mer et c'est petit. C'est superbe. Tempi et Mogomotsi, le pilote, survolent la rivière de Chobe où des milliers d'éléphants migrent chaque année. L'hélicoptère leur permet de repérer les troupeaux qui commencent à arriver dans le nord du pays. La première fois que je suis venue au Botswana, j'avais 15 ans. J'étais avec ma mère, c'était son rêve. À mon tour, je suis complètement tombée amoureuse de cet endroit. Après ça, j'ai toujours cherché à revenir ici, à y construire une vie et un travail. Lors de ce premier voyage, on a eu une expérience incroyable avec les éléphants. C'était à Savuti. C'est là que mon histoire avec eux a commencé. Pour moi, c'était évident que j'allais revenir. Je voulais en apprendre plus sur eux. J'étais complètement fascinée. Le Botswana abrite la plus grande concentration d'éléphants au monde. 130 000 individus, soit plus du quart des 470 000 éléphants d'Afrique recensés. Presque partout ailleurs, les éléphants sont braconnés pour l'ivoire. Depuis 2014, c'est le premier État africain à interdire la chasse pour toutes les espèces animales. Tempi termine une thèse de zoologie et travaille en même temps pour une ONG, Éléphants sans frontières. Depuis 4 ans, elle se consacre à la cohabitation des hommes et des éléphants, qui se partagent le même territoire, ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes. Chaque couleur représente un éléphant équipé d'un collier GPS. Chaque point nous permet de localiser heure après heure cet éléphant. Moi, j'essaie de comprendre comment les éléphants et les hommes peuvent cohabiter. Je pense que c'est possible de préserver le monde sauvage, même avec le développement humain. J'explore toutes les pistes possibles pour qu'on puisse vivre ensemble. Je vois cela d'un point de vue humain et je tiens compte aussi du fait que les animaux viennent dans les endroits habités. J'obtiens de bons résultats. Et si on peut le faire au Botswana, qui a la plus grande concentration d'éléphants, alors je pense qu'on pourrait le faire ailleurs.
Grâce au survol de la région en hélicoptère, Tempi a localisé plusieurs familles d'éléphants dans le parc national de Chobe. Elle tente de les pister. Premier contact avec un solitaire au bord de la rivière. L'éléphant ne semble pas apprécier la rencontre. C'est un jeune mâle. Hello. Salut toi. Il nous donne un petit avertissement. Il nous salue et il nous dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» On est venu te voir. Simple intimidation. Les éléphants sont imprévisibles. Avec le retour du soleil, tout le troupeau sort de la forêt. Tempi passe des journées entières à observer leur comportement. Il n'y a pas meilleur endroit. C'est le paradis. C'est magnifique. À chaque fois, c'est comme revoir de bons amis. Là, ce sont des femelles. On ne les dérange pas du tout. Elles ont de tout petits bébés, vraiment petits. Normalement, quand elles ont des éléphantos comme ça, elles sont plus méfiantes, mais là, pas du tout. Les éléphants sont sortis juste quand la pluie s'est arrêtée. Oh, il y a un petit là. Dans Les Racines du ciel, l'écrivain Romain Gary dit des éléphants qu'ils sont la plus belle et la plus noble manifestation de la vie. Je vis un rêve. Quand je regarde ces animaux, je me dis qu'ils sont exactement comme ils doivent être, à leur place. Ça me laisse sans voix. Chaque jour, il y a au moins un moment totalement incroyable. J'adore être là. Seul la plupart du temps, Tempi, emporté par sa passion, n'appréhende pas la nuit au milieu des fauves. Je pense que c'est l'une des expériences les plus intenses à vivre. Ça te ramène à ta condition humaine. Tu n'es plus le dominant, tu es assis là, entouré d'animaux sauvages, et il faut les respecter. Tu es vulnérable, surtout la nuit. C'est la meilleure sensation au monde. Ça te remet gentiment à ta place. Et j'y suis complètement accro. La rivière de Chobe se jette dans le Zambèze. C'est une zone frontière entre 4 pays, la Namibie, le Zimbabwe, la Zambie, le Botswana.
Un carrefour important pour le commerce et les hommes. 20 000 personnes se partagent le territoire avec des milliers d'éléphants. Regarde, les barrières ont été détruites là. Ils traversent la route, passent par-dessus les barrières et ils mangent les arbres et les fruits. Ses amis ont surnommé Tempi Miss Éléphant. Aujourd'hui, Steven, un ancien guide de safari, devenu cinéaste, l'accompagne dans les rues de Kassané. Il prépare un film sur la coexistence entre les hommes et les animaux. Bonjour. Ça va? Vous avez un beau jardin? Vous avez des problèmes avec les éléphants? C'est un problème, oui. C'est souvent? Parfois, ils viennent tous les jours, parfois 2 fois par semaine. Ça dépend. Oui, ça dépend de la période de l'année. Si c'est la saison des pluies. Et tu as peur quand ils débarquent? Oui, j'ai peur parce qu'ils sont énormes. Et comment tu les fais partir? Je cours dans la maison, je frappe dans les mains et ils partent. Le son les fait fuir, hein? La cohabitation n'est pas évidente, mais Tempi aimerait convaincre tous les habitants qu'il est possible de vivre en harmonie avec les éléphants. À Kassané, des corridors à travers les zones d'habitation ont déjà été mis en place pour permettre aux animaux d'atteindre les points d'eau. Les animaux sauvages sont très intelligents. Au Botswana, ils sont protégés. Au Zimbabwe, de l'autre côté, il y a une concession de chasse. La faune traverse la frontière et a appris à se déplacer en fonction de ces périodes de chasse. Ils savent se mettre en sécurité et circulent à travers les frontières. Les éléphants bougent sans cesse entre les deux pays. Les éléphants et les animaux étaient là bien avant nous. On s'accapare leur territoire en construisant des aéroports ou des fermes. On leur laisse moins d'espace pour se nourrir. On prend leurs arbres, leurs herbes. On les confine dans des petites zones où ils sont à l'étroit et en compétition pour la nourriture. C'est ce qui les pousse parfois à attaquer les fermes et les jardins. Les éléphants s'adaptent aux activités de l'homme. C'est phénoménal. Ils savent où ils sont en sécurité, où il y a des hommes, où il y a du braconnage, des guerres civiles.
Avant, en Angola, on voyait d'importantes migrations d'éléphants, mais ça a beaucoup diminué. C'est la conséquence de la guerre civile. Les éléphants comprennent ce que l'on fait, c'est incroyable. C'est la clé de leur avenir, c'est très prometteur. I have a perfect job. The best. J'ai le métier idéal. Living the dream. Mon rêve est devenu réalité. Ça pourrait pas être mieux. Regardez le coucher de soleil, ses couleurs, et le mâle devant qui se laisse approcher tout près. Il est relax, il est là en train de manger. C'est la perfection. Ailleurs en Afrique, le braconnage pour l'ivoire et la diminution de leur territoire pourraient être fatales au peuple des éléphants. À 26 ans, Tempi connaît le rôle qu'elle aura à jouer dans la préservation de cet Éden. À les observer au Botswana, elle sait que les éléphants d'Afrique sont indispensables à la beauté de notre monde. Tu vois de l'autre côté de cette vallée et des grands arbres là-bas? C'est là que commence le Kalahari. On vient de là, comme nos ancêtres avant nous. C'est là que j'ai grandi. Prince Wright est un fils du vent du Kalahari. Cette région de l'Afrique australe l'a vu naître il y a 42 ans, au-delà d'un horizon de savane et de brousse. Prince transmet son amour du bush à Nimrod, son neveu de 14 ans. Il entreprend un voyage initiatique avec lui comme un rite de passage. Autrefois, pour devenir adulte, les jeunes partaient seuls en brousse et ne devaient revenir au village qu'après avoir tué une antilope. On est proche du delta de l'Okavango, qui fait aussi partie du grand désert du Kalahari. Tu comprends? On est au milieu de nulle part ici, en plein territoire sauvage. Nimrod ignore encore beaucoup de choses du monde sauvage, mais il rêve de marcher un jour dans les pas de son oncle, un des meilleurs guides de safari du pays. Prince et Nimrod sont les descendants de la tribu San, les premiers habitants de cette partie de l'Afrique. Prince a aussi des ancêtres bushman et un peu de sang écossais coule dans ses veines. Son histoire se mêle à celle de l'Afrique australe.
Mets ton pied sous la tente. On va la monter comme ça. On commence par le haut. Ok. Allez, soulève. Voilà. Tu le mets comme ça. Et c'est bon maintenant. Ok. J'ai commencé très jeune et j'étais plutôt timide. Enfant, je n'aimais pas tellement rester au village. Dès que je quittais l'école, je partais en courant dans le Kalahari. Là-bas, j'étais au milieu des animaux, entouré par les oiseaux. Je me sentais libre, loin des hommes. Quand j'ai grandi, j'ai choisi de devenir guide. Comme ça, je pouvais rester proche de la nature, comme quand j'étais enfant. Maintenant, je suis heureux d'être guide. C'est ce dont je rêvais. Et désormais, je le suis. Comprendre la brousse, Prince a hérité cela de son père et des vieux bushmen avec lesquels il a grandi. Cette conscience du monde sauvage ne s'apprend pas à l'école, mais ce n'est pas inné non plus. Je passe beaucoup de temps à l'école. Donc j'ai pas souvent l'occasion de découvrir autre chose ou d'aller voir les animaux. Cette fois, je suis venu pour les observer et apprendre comment ils vivent. Grâce à mon oncle, je vais découvrir des animaux que je ne connais pas encore. Ils représentent le trésor du Botswana pour le futur. Cet univers qui est le leur constitue un trésor inestimable pour l'humanité. C'est ce que Prince veut transmettre à Nimrod et ses enfants. Le Botswana est un joyau de la nature. Les animaux y sont en liberté. Il n'y a pas d'autres endroits sur Terre pour produire ce spectacle de l'Afrique éternelle. Guide depuis plus de 15 ans, Prince connaît les plus beaux endroits du Botswana. Pour lui, la saison des safaris dure 6 mois. Durant l'hiver austral, il parcourt alors des milliers de kilomètres à travers les parcs nationaux et les réserves. Prends tes jumelles. Tu vois? Regarde là-bas dans l'eau. C'est un crocodile. Il nous regarde sans doute. Il faut avoir une expérience du bush pour comprendre ce qu'il se passe autour de soi. Nimrod doit être capable d'interpréter les signaux que nous envoie la nature, comme les empreintes, les cris des animaux, le son des oiseaux, leur comportement. Si tu connais ça, ça te permet de gérer une situation. Par exemple, si tu entends un écureuil qui fait... Tu sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. L'écureuil voit quelque chose que toi tu ne vois pas.
Il n'est pas très content de nous voir. Leurs dents sont une arme redoutable. Celles du bas peuvent faire 45 cm de long. Et quand ils se battent, ils ouvrent la gueule en grand, à près de 95 degrés. Et là, ils peuvent frapper le flanc d'un rival et le lacérer. L'apprentissage de Nimrod se poursuit à travers la savane. Du haut de ses 14 ans, il peut ainsi contempler la nature à l'état pur. Pour Prince et son neveu, ce voyage initiatique est aussi une façon de remonter le cours de leur histoire, celle des San, les hommes du bush, les premiers habitants de l'Afrique australe. On surnommait leur tribu de chasseurs-cueilleurs ceux qui suivent l'éclair, car ils se déplaçaient au rythme de l'eau et à la cadence de la saison des pluies, toujours à la recherche de fruits et de gibier. Avant la tombée du jour, Prince fait escale au campement de Quappa. Il veut présenter à Nimrod un personnage étonnant, tout droit sorti d'une fable de Kipling. Mike Reed s'occupe de l'école des guides de l'Okavango. Dans la famille Reed, on est naturaliste de père en fils depuis 3 générations. De quoi nourrir l'appétit de découverte de Nimrod. Les futurs spécialistes du safari viennent se former ici comme Prince il y a quelques années et comme le fera peut-être Nimrod un jour. On marche toujours avec un fusil, mais on fait comme si on n'en avait pas. On n'entre pas dans la zone de danger avec les animaux, on garde nos distances. On reste suffisamment loin pour qu'on ait le temps de se replier. Le danger est partout dans la savane. Il faut rester sur ses gardes. Mike connaît parfaitement la réserve de Quappa. À la tombée de la nuit, ils se dirigent vers un point d'eau proche de leur campement. Selon Mike, l'endroit est très fréquenté.
Oui, c'est la première fois que je vois des buffles. Je suis vraiment très content. Nimrod, tu as peur des buffles? Non, j'ai pas peur. Il faut avoir peur. C'est du respect. Ça te maintient à distance. Les animaux sont très dangereux. Et si tu les respectes, ils te respecteront. Donc, garde tes distances. C'est ce qu'on appelle la zone de confort. Tu vois, là, ils ne se sentent pas menacés par nous. Si on se rapproche, ça va les énerver. Soit ils s'enfuient, soit ils attaquent. On ne sait jamais. C'est mieux de rester dans cette zone de confort. Je suis venu avec mon oncle et il m'a appris beaucoup de choses. Quand je vais rentrer chez moi, je vais raconter tout ça à mes copains. Alors oui, j'ai de la chance. Prince et Nimrod ont dormi au pied de Tsodilo, la seule montagne du pays, la montagne des dieux. Les dieux sont partout ici. Tu ne les vois pas, mais eux, ils te voient. On marche et on est entouré par nos dieux, par nos ancêtres. Alors tu vois, il faut respecter cet endroit. Plus de 4000 peintures rupestres ont été répertoriées sur ces falaises, berceau de la tribu des San. Ces dessins représentent des scènes de la vie sauvage. Ils datent d'au moins 25 000 ans. Qu'est-ce que tu vois là, sur la droite du rocher? Un rhinocéros. Oui. C'est bien, tu connais bien tes animaux. Et là, tu as une girafe. Regarde, elle n'est pas dans la même position que les autres. Parce qu'elle est morte. C'est toute une histoire. Pour les San, quand Dieu est venu dans ce coin du monde, il s'est posé sur cette montagne. C'est pour ça que des hommes ont convergé vers ce lieu. Pour peindre, pour prier. Voilà pourquoi c'est sacré ici. À chaque fois que je viens ici, je sens que j'ai appartenu à cet endroit. Mais j'en fais encore partie aujourd'hui. Et dans le futur, j'y appartiendrai toujours. C'est l'endroit où il faut être. C'est comme ça. Mais ce que je ressens avant tout, c'est la paix avec la nature. Juste être là. C'est pour cela que j'ai amené mon neveu ici. Pour lui montrer ce qu'on est, nous les San, et transmettre cette beauté aux nouvelles générations. Dans 2 jours, Nimrod va reprendre le chemin de l'école. Mais son initiation au monde sauvage et à la vie de brousse ne sont pas encore terminées. Grâce à son oncle Prince, il sait désormais que son désir de devenir guide au Botswana se réalisera un jour. En regardant à travers la fenêtre de sa classe, Nimrod
doit se dire, comme tous les enfants de son âge, que les rêves les plus merveilleux peuvent devenir réalité. Au nord-ouest du Botswana, le delta de l'Okavango est un joyau inestimable de l'Afrique. C'est là que vit Tonick Dinonoka. Dans le village d'Etcha, tout le monde le connaît. Il est devenu orphelin très jeune et a dû apprendre à se débrouiller seul avec ses frères. Tonick est un homme généreux, débrouillard et joyeux. Mon nom complet est Katanga Tonick Dinonoka. Je suis né dans le village d'Etcha 13. Je suis pêcheur et fermier aussi. Dans le village et dans la campagne autour, si quelqu'un est dans le besoin, je peux donner un coup de main. Ça ne veut pas dire que je fais ça pour l'argent. Non, c'est juste pour donner. Tonick sait tout faire et il est toujours disponible pour les autres. Ce jour-là, c'est Andrek, le doyen du village, qui a besoin d'aide. Il y a quelques semaines, sa ferme a été entièrement détruite par un incendie. Un coup dur pour ce vieil homme de 89 ans. Tonick lui promet de reconstruire sa maison. Celui-là, il est bien enfoncé. Je ne vais pas y arriver tout seul. Impossible. Voilà ce qu'il reste de la ferme d'Andrek après l'incendie. Ma maison a brûlé. Je ne sais pas comment ça a commencé, je dormais. Il était 3 heures du matin. Le feu a pris sans qu'on sache pourquoi ni comment. J'étais tellement bouleversé que je suis allé voir les gens du gouvernement pour qu'ils m'aident. Mais je n'ai rien reçu. Les flammes ont fait des ravages dans ce qui ressemblait, il y a quelques semaines encore, à un petit village de brousse. Tonick tente de récupérer ce qui peut l'être. Andrek se remet doucement de l'épreuve qu'il vient de traverser. Il veut tourner la page, regarder l'avenir et quitter cet endroit maudit, mais sans l'aide de quelques bonnes volontés, il ne pourra pas reprendre son activité de fermier. C'est un lieu idéal parce qu'on est proche de la rivière, où on puise de l'eau dès que c'est nécessaire. On ne peut pas vivre loin d'une rivière. Tous les hommes doivent vivre près de l'eau. Tonick se donne quelques jours pour débuter les travaux d'Andrek. Le temps de rassembler le matériel nécessaire. Il part trouver le bois, les roseaux, la paille et tout ce qu'il faut pour tenir sa promesse. Tonick et Andrek vivent au cœur d'un territoire unique au monde. Le delta de l'Okavango. C'est un fleuve qui réfute les lois élémentaires de la géographie. Les eaux de l'Okavango n'atteignent jamais la mer. Le fleuve disparaît dans les sables du désert du Kalahari. Pourtant, il demeure la mère nourricière des femmes et des hommes de cette région de l'Afrique australe.
il lui suffit de s'enfoncer dans les méandres du fleuve pour se procurer de quoi boire, se nourrir et même se loger. Dans le delta, le temps de pêcher, de construire une maison, de redémarrer une existence avec le minimum n'est pas le même qu'ailleurs. Il s'écoule au ralenti, à la mesure d'un fleuve qui méprise les océans. Tonique fait partie des rares habitants du delta de l'Okavango. Les eaux calmes et cristallines sont riches en poissons. L'Okavango est aussi le refuge d'hippopotames et de crocodiles du Nil, deux espèces parmi les plus dangereuses d'Afrique. I'm just alone here in the nature. Je suis tout seul au milieu de la nature. J'écoute les oiseaux. And I can see some, Je vois aussi des bulles, ce sont des poissons-chats. Je vois d'autres oiseaux aussi là-bas. Parfois, il y a des crocodiles dans ce coin-là. Je veux surtout pas les déranger. Je ne veux pas qu'ils me voient non plus. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. J'ai déjà attrapé 3 poissons-chats et avec ce que j'ai pris ce matin, ça en fait vraiment beaucoup. Le filet n'est pas abîmé. Aucun crocodile ou hippopotame n'est venu se prendre dans les mailles. Du coup, j'ai pris plein de poissons. Pour vivre ici, il faut s'accommoder de ce que la nature offre généreusement. Tonique ne prélève que ce qu'il lui faut pour subvenir à ses besoins. Il n'est pas pêcheur professionnel et n'a donc pas le droit de vendre son poisson, ni de le troquer. Le delta nous offre beaucoup de choses. Tous nos matériaux de construction viennent du delta. Comme les roseaux pour faire les murs traditionnels en torchis, les hautes herbes pour faire le toit des maisons. Même les mokoros, on les construit dans le delta. Cette pirogue traditionnelle nous permet d'aller d'un endroit à l'autre et de transporter des marchandises. Au village, Tonique et Andrek viennent acheter des fagots de paille récoltés par les femmes lors de la dernière saison des pluies. Ce petit village de l'Okavango est spécialisé dans la vannerie et dans le commerce de la paille, indispensable à la construction des habitations. Sous le soleil de plomb, tout le monde s'agite pour présenter la marchandise à Tonique. Je choisis l'herbe qu'on va utiliser pour faire le toit de la case du vieil homme. Je regarde si elle est bien. Comme celle-ci, par exemple. L'intérieur n'est pas de bonne qualité. Mais bon, ça va aller. On va prendre les bonnes et laisser les autres. À l'ombre des acacias, Tonique commence la négociation avec les vendeuses. Au nom des autres femmes, c'est Maria qui mène la transaction avec Tonique et elle n'a pas l'intention de brader leur labeur. Moi, je pense que celle-ci est très bien. Bon, d'accord, il y en a qui sont très courtes, mais c'est parce qu'elles ont été mangées par les termites. Celle-ci est abîmée, c'est pas bon. Alors, 31, t'en as donné combien, toi? 14. Et toi, 10, c'est la 7. Bon, ça fait combien, tout ça? Tonique
a besoin d'une trentaine de fagots pour fabriquer son toit. Cela représente une importante somme d'argent pour la petite communauté. Du bois, des roseaux, de la paille, les matériaux pour la construction sont désormais presque tous réunis. Tonic et Andrek vont devoir aussi recruter des bras pour le chantier. 5 jours suffisent à 3 ou 4 hommes expérimentés pour monter le toit d'une hutte traditionnelle. Andrek est le doyen des hommes de son village. Il a le don de ne jamais perdre espoir, d'éloigner le mauvais sort et de lire l'avenir. À lui et au destin de choisir l'endroit où il souhaite s'installer. Après la Dévenne, l'existence devrait reprendre son cours normal, à proximité de la rivière et de ses eaux abondantes. Voici les contours de la nouvelle hutte d'Andrek, à quelques centaines de mètres de son ancienne ferme. Il y a des mauvais esprits et je n'aime pas ça. J'ai eu 12 enfants en tout. Eux aussi ont des enfants, et si un jour un de mes petits-enfants tombe malade, les parents auront des soupçons si je ne construis pas ma maison ailleurs. S'il arrive quelque chose à un gamin, on dira c'est la faute aux vieux. Le soleil brûlant de la savane ne ralentit pas la cadence sur le chantier. Tonic met toute son énergie dans la bataille et Andrek se détourne des mauvais esprits. Pour l'aider, Tonic a recruté 2 compagnons de chantier, Lovemore et Jimbo, sensibles eux aussi à la détresse du vieil homme. Au soir du 3e jour, les fondations sont terminées et la charpente montée. Je suis très fier de ce que j'ai fait. C'est une des meilleures maisons que j'ai jamais construites. C'est la plus réussie. Quand je regarde le toit, je vois qu'il est vraiment bien fait. Même la structure, elle est super. Ce soir-là, dans le silence du crépuscule, monte la clameur des tambours et du chant des femmes. C'est le début de l'hiver austral au Botswana. Cette célébration marque la fin de la saison des pluies. Cette nuit, Tonic va avoir de bonnes raisons de s'amuser, car il danse aussi pour fêter la promesse faite au vieil Andrek. Dans quelques jours, la hutte sera terminée, mais il reste encore beaucoup à faire. L'équipe s'affaire sur le toit de la case. Andrek sait maintenant que Tonic est un homme de parole et que dans quelques jours, il aura une nouvelle hutte, la première de sa future ferme. Plus tard, M. Andrek me considérera comme un de ses fils, parce que j'ai construit la première maison de sa nouvelle ferme. Et puis les gens qui passeront par là, ils vont bien la voir. Et ils vont se dire qu'elle est superbe. Des gens me demanderont peut-être de leur construire une case traditionnelle.
Cette histoire n'est pas une fable. Au cœur du delta, la solidarité résonne comme une évidence. Dans cet endroit d'Afrique, où la richesse des hommes ne se mesure pas à ce qu'ils possèdent, c'est une amitié scellée à jamais entre un orphelin et un vieil homme de l'Okavango.